Bonjour à tous, bienvenue à ce point de presse du Parti québécois. Alors, ce matin, Pascal Paradis et Catherine Jean-Tilcon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, alors que nous sommes toujours dans l'évaluation des impacts de la publication du rapport de la commission d'enquête sur le scandale SACLIC, le Parti québécois, qui attend toujours des réponses à certaines des questions qu'on a posées depuis lundi, est aussi dans l'action de manière constructive. Nous avons fait adopter hier une motion qui est donc devenue une résolution de l'Assemblée nationale qui demande au gouvernement du Québec de procéder à une réforme de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, ce qui est une des recommandations phares du rapport du commissaire Galland, parce qu'il a constaté que de ces entreprises du domaine privé qui sont aux mamelles de l'État et qui ont empoché des centaines de millions sans livrer la marchandise, n'ont pas été soumis aux obligations de transparence dans leurs relations avec l'État. Et le commissaire Galland dit qu'il y a des lacunes importantes dans la loi qu'il faut combler. Incidemment, c'est aussi lié à l'enquête sur les services du cabinet international McKinsey, qui lui aussi a empoché de juteux contrats de la part du gouvernement de la CAQ, notamment pour la gestion de la pandémie. On parle, je pense, de contrats de 35 000 $ par jour. Et ce cabinet n'avait pas non plus été soumis à une obligation de transparence dans ses relations avec l'État. Et le commissaire au lobbyisme, donc, demandait, il a essayé d'enquêter, puis il a dit « Je ne peux pas aller au bout de l'enquête parce qu'il y a des lacunes dans la loi. Je ne peux pas aller plus loin. » Donc, nous sommes très contents d'avoir été dans, du côté de solutions constructives qu'on peut mettre en œuvre dès maintenant. Tous les partis sont d'accord avec cette initiative. Bon. Mais pendant que nous, on parle de scandale SACLIC, n'oublions pas de jeter un regard sur ce qui se passe du côté fédéral. Aujourd'hui, nous soulignons le triste 10e anniversaire du scandale du système de paye Phoenix. Et on apprend aujourd'hui, via les médias, que le système de paye n'est toujours pas fonctionnel, qu'il ne livre toujours pas la marchandise. Et on le rappelle, ce sont des milliards qui sont en jeu, 5 milliards de dollars. Alors, nous, ici, on se scandalise à bon droit de ce qui s'est passé dans SACLIC, 1,1 milliard. Phoenix, c'est 5 milliards. 10 ans plus tard, il n'y a toujours pas d'imputabilité. Là-bas, il n'y a pas eu de commission d'enquête sur ce véritable scandale qui s'ajoute à celui, par exemple, du système Curam. Le système Curam, on n'en parle pas assez ici non plus. Ça, c'est le système pour verser les pensions aux aînés. Il y a 85 000 aînés au Canada qui ont de la difficulté à toucher leur pension parce que le système informatique ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'enquête non plus là-dessus. On pourrait parler d'Arrive-Can, un système qui n'a jamais fonctionné, qui avait été conçu par des gens liés au gouvernement. 60 millions, ça n'a jamais fonctionné. Donc, il y en a plein des scandales de transformation numérique, de systèmes informatiques qui ne fonctionnent pas au fédéral. Et personne n'en parle, c'est important parce que c'est notre argent qui est perdu aussi dans ces systèmes-là. Quand on parle des coûts du fédéralisme, de ce que ça nous coûte de faire partie du régime fédéral, ça, c'en est un exemple. Et le bonus là-dessus, c'est un jeu de mots voulu, c'est que le premier ministre Mark Carney vient d'attribuer 3 millions en primes et bonis pour les hauts fonctionnaires fédéraux pour les récompenser de leur bonne gestion, alors que le déficit est grimpé à 78 milliards cette année. Alors, bravo, on les félicite avec des bonnies. C'est ça le problème. C'est qu'on pense que ce qui se passe à Ottawa ne nous concerne pas parce que c'est trop éloigné. Puis quand on parle du gouvernement de trop qui est trop loin, c'est justement ça. C'est l'argent des payeurs de taxes québécois qui est en jeu. Système de télécommunications, DSQ. Quelle est votre question? C'est des problèmes informatiques au Québec là, depuis 20 ans. Mais on en parle. On a des problèmes avec la transformation numérique. Nous-mêmes, au Parti québécois, on a proposé des solutions. On en a. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a un problème... Non, mais laissez-moi répondre. Les ingénieurs en informatique au gouvernement, quand vous prenez le pouvoir, parce que là, le problème, il n'y a aucune possibilité de rétention parce que le gouvernement ne paie pas assez les spécialistes en informatique. Ils s'en vont privé après. Comme gouvernement en attente, vous faites quoi? Ça fait partie du problème et pour le régler, ce que nous avons proposé nous-mêmes rejoint ce qui a été proposé par la commission Galland lundi.
la commission Galland dit, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'il dit il faut recréer quelque chose, mais c'est pour que ça nous coûte moins cher. Donc, il faut regrouper l'expertise dans une unité dont ça va être le rôle de superviser les projets. Bien, là, écoutez, là, vous me demandez là, des montants puis combien on les paye. C'est que... Des ingénieurs en informatique, êtes-vous prêt à payer le coût du privé ou vous restez dans les paramètres de l'État québécois? Si mais vous là, restez dans les aujourd'hui, paramètres de l'État québécois, oui, mais là, il y a une réponse que je ne pourrais pas vous donner aujourd'hui, c'est de dire, en fonction des barèmes qui s'appliquent au gouvernement, tel va être payé à tel montant. Mais il est vrai qu'il va falloir recréer une expertise de pointe dans une unité dont ça va être ça le rôle, parce que la SAC doit s'occuper d'assurance automobile du Québec. En santé, leur mission, c'est la santé. Ce qui est dommage, c'est que le gouvernement de la CAQ a créé le ministère de la cybersécurité et du numérique justement pour ça. Et une des conclusions du rapport Galland, c'est que ce ministère et le ministre, Éric Kerr, s'est désintéressé de ce qui se passait à la SAC et s'est désintéressé de ce qui se passait ailleurs. COBOL, le ministre, il gère les dossiers. Moi, je vous dis, les techniciens, les ingénieurs en informatique, vous les recrutez comment? Vous les gardez comment? Il va... C'est ça l'essence du problème? Bien, d'abord, il faut leur donner l'autonomie, puis il faut leur donner le mandat de faire ça. Le problème actuellement, c'est que c'était diffus dans plusieurs ministères, que le rôle du ministère de la cybersécurité et du numérique n'était pas clair, qu'il y avait un désintérêt de la part du ministre par rapport à ce qui se passait. Donc, les premières conclusions, là, avant de parler de salaire, là, c'est qu'il faut mettre de l'ordre dans la façon dont on gère ces contrats-là, dont on octroie les contrats, quel est le rôle des compagnies privées par rapport à cette unité-là. La première chose à faire, et ça s'applique pour des contrats qui sont en cours actuellement, c'est de voir ce que sont ces recommandations sur l'organisation du travail. Quand Malenfant, il y avait une expertise, puis un des problèmes, c'est qu'on lui a donné trop d'autonomie. Donc, votre proposition, je veux dire, ça nous expose encore à des problèmes comme on a vécu, non? Mais là, ça veut pas dire qu'il faut laisser une seule personne décider de tout et imposer un agenda. Ça c'est des principes clairs de gestion, qu'il doit y avoir de la reddition de comptes, qu'il doit y avoir une responsabilité ministérielle lorsque ce sont des centaines de millions en jeu. Donc, d'avoir une structure de gestion adéquate qui laisse la place à une saine autonomie, mais avec une saine reddition de comptes, une saine transparence et une saine responsabilité ministérielle, bien oui, c'est faisable. Ça s'appelle de la bonne gouvernance. Et on n'a pas eu ça. Est-ce que de créer une autre structure, de la bureaucratie supplémentaire, justement, votre parti souhaite là, limiter Tout à fait. la bureaucratie, donc je ne vois pas trop quelle forme ça pourrait prendre sans éviter ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut recréer l'expertise et la centrer à un endroit où on dit ça, c'est la mission de cette unité de s'occuper de la transformation numérique. Le rapport Galland l'indique et plusieurs des experts l'ont indiqué, et je comprends votre question, parce que ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est pas comme si c'est noir ou si c'est blanc. C'est que oui, il y a eu trop... Ici, là, on a eu l'exemple de ce que c'est là, du gaspillage puis trop de procédures, mais à la fin, ce que ça donne, c'est manque de transparence, manque de reddition de comptes, manque d'imputabilité des ministres. C'est ça, les problèmes de trop de procédures, mais qu'à la fin, ça ne donne pas les résultats. Centrer l'expertise pour qu'on ait des gens qui connaissent ça, qui s'occupent de superviser ces contrôles. Vous n'auriez pas aimé ça, avoir comme collègue M. Boulris? Bien, évidemment qu'on ne se mêle pas là, des affaires internes des autres partis, on le dit souvent, puis on va toujours le redire, mais ce qui est intéressant en ce qui concerne, puis ce qu'on peut dire peut-être par rapport à M. Boulris, c'est que là où on peut se prononcer, c'est qu'il a souvent eu des frondes envers le mouvement indépendantiste. Et il a dit lui-même à plusieurs reprises ne pas être indépendantiste. J'ai retrouvé une citation de lui dans la presse, là, je pense, puis il l'avait dit sur ses réseaux sociaux également. Donc là, il veut s'en aller dans un parti qui se dit, en tout cas, indépendantiste. Donc, non seulement M. Boulris n'a pas le bon sexe, mais il n'est pas non plus indépendantiste. Vous pensez justement de cette exception que QS va faire pour un homme? C'est les affaires de QS, puis on verra bien la décision qui sera prise en fin de semaine. Nous, on a... On parle en matière de conditions féminines. Oui, mais... Mme Gazal dit c'est parce qu'on est un parti féministe, donc nous, on adopte des règles On pour est aussi un encourager parti les féministe. femmes. Mais là, il y aura une exception pour un homme. On est tous un parti féministe et chez nous, c'est la zone paritaire qui est dans notre mire. Donc, on doit atteindre la zone paritaire. Puis, on a des militants qui sont dédiés chez nous à s'assurer qu'on atteigne ces objectifs-là. Et je pense que c'est
la bonne chose à faire, puis ça fonctionne bien chez nous. Paritaire là, pour l'élection. C'est dans nos statuts. On se doit d'atteindre la zone paritaire. Donc, nos militants sont au courant. Les exécutifs locaux font des propositions en ce sens-là aussi. Puis, nous, on le voit vraiment on voit le portrait global de ça. Puis, on se doit d'atteindre la zone paritaire. Compter sur, disons, parce qu'il y a tout le chiffre brut, mais il y a aussi la perspective réelle de l'emporter. Vous, est-ce que cette considération dans certaines circonscriptions, par exemple? On le voit pas par circonscription, c'est pas comme ça qu'on l'aborde. On l'aborde vraiment sur le plan global, puis on s'assure d'atteindre cette parité-là. C'est ce qui a été fait en 2022, puis c'est ce qu'on a l'intention de faire aussi en Et ça, 2026. que votre parti affronte quelqu'un comme M. Boulris dans le coin, ce serait une bataille intéressante? Toutes les batailles seront intéressantes. Ça va être des élections qui vont être passionnantes, je pense, dans plusieurs circonscriptions. Êtes-vous inquiet qu'on ne règle pas avec la Fédération des médecins spécialistes et qu'ils se dirigent vers des moyens de pression? Le projet de loi 2, lorsqu'il a été présenté, là, devait tout régler. Ça a été le chaos. Après ça, le gouvernement nous a annoncé que là, il était sur le bord de régler parce qu'il a retiré le projet de loi 2 puis qu'il arrive avec des nouvelles solutions. Il n'y a toujours pas de règlement. C'est très malheureux, cette gestion chaotique de la part du gouvernement des négociations avec les deux principales fédérations. On appelle les partis à se centrer sur l'intérêt des patients qui, actuellement, n'ont toujours pas ce que le gouvernement de la CAQ leur a promis dès sa première élection en 2018. C'est-à-dire que tout le monde allait avoir un médecin au Québec. Tout le monde allait avoir accès à des services dans un délai raisonnable, avec pas trop d'attente à l'urgence. C'est ça qui est le plus important, puis ça ne se passe pas actuellement. Le gouvernement du Parti québécois accorderait une exemption aux médias écrits pour le recyclage. C'est un bon sujet. Je leur ai parlé à plusieurs reprises, puis évidemment, j'étais moi-même au devoir à l'époque quand on a commencé à parler de ça. On est clairement pour aider les médias. Là, je veux dire, on l'a dit à plusieurs reprises, il faut aider nos médias privés à tirer leur épingle du jeu. Là, bon, les médias écrits profitent déjà d'une exemption là, pour leur masse salariale de journalistes. On veut l'étendre à l'ensemble des radios et de la télévision et du numérique également. Mais il va falloir le regarder parce qu'il y a vraiment eu un changement au niveau, justement, de ces normes-là, au niveau du recyclage. Donc, on est en train de le regarder actuellement, mais c'est certain qu'il va falloir aider nos médias en ce sens-là. La FMSQ, en fait, les médecins spécialistes disent que l'enjeu principal actuellement qui bloque, c'est le financement. Est-ce que vous croyez que le gouvernement devrait ajouter de l'argent dans l'enveloppe? L'objectif de toute cette négociation, c'était de faciliter l'accès à un médecin puis l'accès aux services. Ça devrait être ça, l'objectif. Et nous, non. Non. Juste pour préciser, on rajoute de l'argent par rapport aux médecins spécialistes, donc pas de hausse de salaire du tout, là. Parce qu'il manque comme 17 oui. Bien, notre compréhension, c'est que cette réforme-là, c'est ce que le ministre de la Santé a répété à plusieurs moments, c'est qu'elle devait se faire, pas avec des coûts additionnels, c'était de revoir la façon dont on prend en charge les patients pour assurer une meilleure prise en charge. Donc, c'est ça l'objectif. leur entente cadre, là, donc vous préconisez zéro augmentation dans l'entente cadre? Bien, là-dessus, je vais vous référer à mon collègue Joël Arsenault, là, qui connaît très bien le dossier. Mais l'objectif, c'est une meilleure prise en charge des patients. C'est ça l'objectif. Puis c'est là-dessus que les fédérations et le gouvernement devraient être centrés. Un salon juste une salon de coiffure condamné à payer 500 $ à une personne non-binaire. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Bien, on trouve que ça va loin. C'est sûr et certain qu'on trouve que ça va loin parce qu'on parle ici d'une petite PME qui, clairement, a fait beaucoup là, pour accommoder la personne. On l'a vu dans les échanges courriels, entre autres, on répond, là, nous prendrons en compte vos commentaires lors de la prochaine mise à jour de notre offre de service. Ce qui fut fait, ils ont ajouté l'option sur le site Web. Donc, tu sais, puis même les clients payent à la minute là, pour s'assurer que, peu importe le genre de la personne, le prix soit payé de la même façon. Donc, à la lumière de ça, tout ce qui a été fait du côté du salon pour être accueillant, pour être bienveillant à l'égard de la personne cliente, nous, on ne voit pas comment la judiciarisation d'enjeux comme celui-là peuvent aider au mieux vivre ensemble. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment à ces petites PME-là qu'on veut s'attaquer? Est-ce que c'est vraiment à elles qu'on veut s'en prendre? Est-ce qu'on vise les bonnes personnes, là, finalement, dans ce dossier-là, quand on a des gens qui sont de bonne foi, qui sont bienveillants, puis qui ont voulu tout mettre en place pour justement accommoder cette personne-là? C'est ça la question qu'on pose. Est-ce qu'on a la bonne solution?